Bonjour et bienvenue dans Parole de druide saison 2, un nouvel épisode. Alors comme je ne sais pas exactement quel ordre je vais pas dire le numéro de l'épisode, mais, on a décidé aujourd'hui on a décidé, Mmh. on a senti une inspiration, de parler aujourd'hui du corps, la place du corps dans le druidisme et la relation entre le corps et la spiritualité et en fait, comment le druidisme voit le corps comme un temple sacré. Je vais pas vous spoiler plus longtemps, hein. L'idée, c'est de voir comment les druides prenaient soin de leur corps et comment ils voyaient ce corps physique, en fait. Et puis comment nous, on le perçoit maintenant dans le druidisme moderne aussi, peut-être, avec quelques petites astuces ou peut-être quelques, guidances qui pourront peut-être en inspirer quelques-uns, en tout cas. Bienvenue Joël, je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour Joël, je suis parti à fond dans mon truc, moi. Tu motivé? Ouais. Coucou Christophe. Bonjour tout Bienvenue, le monde. bienvenue chez toi, bienvenue dans ton chef. Je te dis pas bonjour, quelle impolitesse. Aïe. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Ben, la 1re question qui me vient en tête, quel était le rapport, au corps pour les druides et les celtes, hein, à cette époque où, on était peut-être moins soumis au stress moderne? Oui, alors, je rappelle juste qu'on a très peu d'écrits, hein, sur ce sujet-là et comme les principaux écrits, ils ont été, retransmis par des personnes extérieures au peuple celte, souvent dans des guerres ou des choses comme ça. On peut que, en fait, avoir, des choses qui viennent par d'autres, biais ou des traces écrites par la suite de choses qui ont pu se faire traditionnellement autrefois. Mais, on n'a pas de recettes ni, de choses qui sont venues, jusqu'à nous, tout simplement parce que les druides n'écrivaient pas et donc du coup, la transmission est orale et on ne peut que lui faire confiance à cette oralité. Donc je remets juste le contexte. Donc dans la transmission orale, voilà un petit peu ce qu'on sait de la vision druidique du corps. Donc dans la vision druidique, ce qu'on sait, c'est qu'en fait le corps était considéré comme un temple, quelque chose d'extrêmement sacré. Et ce que j'aime beaucoup dans la vision druidique, c'est que le corps est une destination ou un véhicule qui est beau et qui n'est pas du tout une fatalité ou une punition ou quelque chose de lourd qu'on doit se trimballer dans une incarnation. On en a déjà parlé, puis je pense qu'avec le temps, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous connaissez à comprendre un peu l'esprit druidique, ou en tout cas à le capter. Vous savez bien que la vie sur Terre n'est pas du tout considérée comme quelque chose qu'on se réjouit juste de finir parce qu'en fait c'est juste terrible. C'est pas du tout ça la vision druidique, au contraire. Il y a vraiment cette volonté de vivre la dimension sacrée la plus absolue, donc c'est-à-dire on va tenter de se relier avec le maximum de plans depuis le plan de l'incarnation physique et tenter de faire vibrer le plan de l'incarnation physique au plus proche de la vibration la plus élevée qu'on se souhaite. On pourrait même imaginer de tenter de la rapprocher du un, de la source ou du Dieu ou quel que soit le nom que vous notez là-dessus. Donc la volonté vraiment, c'est de tenter de mettre le corps,
le plus possible en lien avec cette vibration, non pas en tentant de s'en extraire, mais au contraire en tentant de faire un couple avec cette vibration très élevée. Donc on tente de lui donner l'envie d'épouser ce corps et nous on va tenter de se rapprocher d'elle en rendant notre corps, à son image de «perfection» entre guillemets. Donc cette volonté de se rapprocher du «en», elle va faire que le druide aura une relation à son corps physique, qui devient vraiment un allié et une texture ou une matière en tout cas qu'il va chercher à sublimer. Et cette quête de sublimation, ben, elle est dans son quotidien évidemment, hein. Si vous vous souvenez, le druide, il est dans la classe sacerdotale, donc dans sa place au sein du clan, il va, chercher à faire en sorte que le clan soit en paix avec le monde spirituel. Et pour ça, le druide, pour jouer ce rôle-là au sein du clan, eh bien, il y a plein de choses dans le clan, des fonctions du clan qu'il n'aura pas à jouer. Par exemple, le druide n'aura pas à chasser, n'aura pas à aller faire, forcément, de l'agriculture. Il n'aura pas non plus à s'entraîner pour, son corps physique pour, faire la guerre. Dans la vision druidique, en fait, il y a pas le druide, il n'a pas du tout cette fonction-là. Donc, s'il a besoin de se défendre, si le clan a besoin de se défendre, ça sera pas la classe sacerdotale qui va prendre le rôle de la défense, si ce n'est, en faisant, des incantations ou nous reliant à certaines forces pour, éviter, le conflit, par exemple, puisque le rôle du druide est de mettre la paix. En fait, il y a beaucoup de textes qui parlent de druides qui se mettent entre 2 armées et avant que les armées s'affrontent, ils vont jouer le rôle de médiateur et faire en sorte que, les 2 armées évitent le conflit physique. Et donc du coup, faut aussi s'imaginer que le rôle du druide dans son corps, c'est d'être suffisamment limpide pour canaliser les énergies les plus élevées et lui se rapprocher de ces énergies les plus élevées. De nouveau, c'est ce monde-là. Mais il aura pas à s'entraîner au combat. Donc le corps temple, en fait, il va être différent selon la fonction qu'on va prendre au sein du clan. Et Ouais. donc du coup, là, je vous parle du rôle du druide, mais dans la civilisation celtique, au sein du clan, notre corps temple aura d'autres besoins selon la fonction qu'on joue au sein du clan. Est-ce qu'on fait partie de la classe artisanale? Dans ce cas-là, on aura d'autres besoins. Est-ce qu'on fait partie de la classe guerrière? On aura d'autres besoins. Donc là, je m'adresse à vous qui nous écoutez. La vision druidique, sachez juste qu'elle diffère. Par contre, pour le rôle du druide, il y a des choses particulières que le druide va faire pour entretenir son corps temple et dans sa vision de ce corps temple, mais qui ne sont pas des choses donc par exemple, je vais vous parler de certains rituels, qui sont pas des choses que tous les gens de la civilisation celtique et de la société celtique pratiquaient. Parce que, bah, ça dépend vraiment à quel, clan, enfin à quelle partie du clan on fait partie et de nouveau, souvenez-vous qu'il y a pas de jugement quant à, il y a une partie du clan comme ça le cas pour des castes en Inde, par exemple, où il y a des hiérarchies là-dedans. Mmh. Dans la civilisation celtique, c'est comme le Triskel, les choses se complètent et pour que l'équilibre soit au sein du clan, il faut que toutes ces parties du clan soient habitées par des gens qui aiment exercer leur art, donc par des gens qui aiment bien, entraîner leur corps pour le combat, par des gens qui vont aimer cultiver des légumes, par des gens qui vont aimer, être tisserands, ou fabriquer des arcs ou que sais-je. En fait, c'est chacun va jouer son rôle au sein du clan. Mais c'est clair que le druide, lui, il va avoir des pratiques pour son corps qui sont particulières. OK. Et alors juste on est d'accord qu'on parle du corps physique, mais évidemment que le corps physique, il a des émotions, donc on parle d'un corps, plus enfin plus, c'est pas juste physique, hein, Oui. on prend soin de notre corps, de nos émotions, de notre capacité, en fait, à vivre dans le monde réel. Ce que j'aime bien dans cette, spiritualité, druidique, c'est que
c'est quelque chose de pragmatique, donc on vit dans le monde réel, donc on a un corps, on a ce que tu dis très bien, hein, ce vaisseau, dont on a hérité, dont on doit prendre soin parce que c'est un beau cadeau et comment faire en sorte que ce cadeau soit le mieux, enfin vive le mieux sa vie de Mmh. maintenant. Et du coup, je reviens à ce que tu disais. Quel était le quelles étaient les pratiques, on va dire journalières ou hebdomadaires, je sais pas, enfin, comme tu dis, c'est pas écrit, donc on sait pas trop, mais on va dire quelles sont les pratiques quotidiennes, que les druides, faisaient pour, justement pour aligner ce corps, cet esprit et leurs pratiques spirituelles? Alors ils avaient plein de pratiques, mais comme tu parlais du fait qu'on avait emprunté ce corps, quand on parle du terme emprunté, donc on parle typiquement du corps physique. Les autres corps, donc les druides considéraient qu'il y a une vie après la mort et que la Mmh, conscience, continue de vivre et qu'on a d'autres corps et pas que le corps physique, dans d'autres véhicules d'expérience de notre âme dans d'autres plans. Et donc du coup, comme dans d'autres traditions, on parlera du corps, astral, mental et cetera, qui sont d'autres corps qui accompagnent. Donc ça, bien sûr, il y a cette conscience-là. Mais là, aujourd'hui, on parle de corps physique. Mais de nouveau, pour que le corps physique puisse être en paix, ben, il faut bien sûr considérer la dimension émotionnelle, la dimension mentale et cetera, qui sont des choses que, bien sûr, le druide va faire dans tout son chemin d'initiation pour devenir druide. En fait, il va travailler, la substance qu'il y a dans ses corps, pour pouvoir, être le maximum en paix. Bien sûr, vu qu'aussi ça va être lui qui va, devoir prendre des décisions ou prendre place en médiation. Il peut pas, tout d'un coup être chahuté par certaines émotions ou être pris de colère, et se laisser envahir par cette colère au point que la colère prend possession de lui. Le druide, là, il en est plus là, en fait. Il a sur son chemin druidique, en fait, il a déjà, mis en paix tout ça et il se laisse plus posséder, par des parts de lui-même. Par contre, il peut mmh, se laisser posséder par d'autres énergies extérieures à qui il donnera l'autorisation de prendre place en lui pour pouvoir, s'exprimer à travers lui, mais ça, c'est autre chose. Hem, Par rapport à une des pratiques quand tu parlais de ce corps, on l'emprunte dans le sens où notre corps physique est formé de matière, composée des 5 éléments, qu'on emprunte à la substance qui nous entoure. Donc notre corps, il est formé de l'eau des rivières, de la substance de la terre, de l'air que l'on respire et cetera, du de la chaleur du feu, du soleil. Tout ça, c'est des choses que l'on emprunte et il y a une pratique druidique, qui est, le fait de retourner, quand ils le sentent, se coucher 3 jours sur la terre et ça permettait au corps de reprendre sa forme, en lien avec la terre. Le mot exact, c'est redessiner, son corps, redessiner le corps. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est une forme de tuning, tu vois? C'est le forme de refréquençage avec, ouais, la fréquence de la terre, des cellules et de la matière que l'on a empruntées et ils vont passer 3 jours couchés sur la terre. Et 3 jours, c'est important, hein, c'est de nouveau corps, âme, esprit, de nouveau le triskel et cetera. 3 jours couchés sur la terre pour redessiner leur corps. Et dans cette dimension de l'emprunt, je trouve que cette, pratique, elle est magnifique. Voilà, et il y a bien sûr, il y a bien sûr plein d'autres, pratiques que les druides vont avoir. Entre autres, il y a, comme dans plein d'autres traditions, les traditions des bains et des rituels, autour du bain et des ablutions dans le sens de nettoyer, de purifier le corps. Parce que pour pouvoir être en lien avec le monde des dieux et les canaliser pour pouvoir faire la justice des hommes à partir de la justice des dieux, le druide et bien, du coup, il va chercher d'avoir un corps pur et ce corps pur, il va passer par souvent le lien avec l'élément eau. Aussi parce que l'eau, quand elle est pure en eau, elle permet de mieux voguer sur les flots pour aller rejoindre l'autre monde. Parce que je rappelle que ce qui nous sépare de l'autre monde, c'est l'élément eau dans la vision druidique. C'est pas de l'air, c'est pas d'aller dans les cieux, c'est de traverser des mers. Vous vous souvenez aussi qu'il
perçoivent que l'eau est dans le ciel, parce que le ciel est la même couleur que l'eau et donc du coup, que l'eau est dans le ciel et donc pour aller rejoindre l'autre monde, le monde des dieux, même s'ils imaginent aller dans le ciel, ils vont chercher à traverser de l'eau et donc Oui. ils vont avoir plein de bains rituels, de choses comme ça et il y a un moment dans la journée où ils vont apprécier particulièrement, prendre ces bains, c'est à l'aube. Parce qu'ils reçoivent l'énergie du soleil et ils mélangent le feu dans l'eau et ça, la quête du feu dans l'eau et de fusionner le feu et l'eau, c'est le feu, c'est notre action et l'eau, c'est le lien avec l'autre monde. C'est je me mets dans l'action tout en prenant place dans mon lien avec l'autre monde. C'est aussi bien plus puissant et profond comme ç que ça, hein, le lien entre le feu et l'eau. C'est vraiment dans la voie druidique une voie centrale. Dans la vision druidique aussi, hein, ces 2 éléments, c'est d'une puissance absolue. Hem et donc du coup, ils vont chercher entre autres à relier ce feu et ce par, une volonté de se baigner à l'aube. Est-ce qu'il y a d'autres, alors l'eau en effet, je comprends que c'est tout à fait, essentiel et qu'on les bains sont du coup étaient plutôt dans les éléments naturels. Quand on Oui. pense bain, c'est pas comme on pense bain, il y avait pas de baignoire, hein, à l'époque. Non, mais ils avaient des vasques quand même dans lesquels ils pouvaient, vivre certaines ablutions, et entre autres, ils allaient se baigner avec des plantes. Il y a un bain qui est très enfin, 2 plantes vraiment, centrales autour des bains druidiques. La première, c'est la verveine officinale. Alors la verveine officinale, c'est une plante assez discrète qui ouvre les portes des mondes, qui n'est pas du tout la verveine citronnée que vous avez peut-être l'habitude d'avoir en tisane ou de voir dans les jardins. La verveine officinale, c'est une plante avec des feuilles découpées et une tige très fine avec des tout petites fleurs violettes. Et c'est une plante vraiment centrale dans les bains rituels druidiques. Et l'autre, c'est la reine des prés, qui, elle, va aussi ouvrir les portes des mondes et le lien avec le peuple des fées. Et c'est 2 plantes avec lesquelles on va facilement faire des bains rituels, typiquement de clôture ou d'ouverture de la fin d'année, de la nouvelle année. Donc c'est des plantes à avoir chez soi si on veut faire des bains druidiques, typiquement pour des changements de saison ou pour des changements d'année. C'est des plantes importantes à avoir chez soi et puis qu'on va mettre dans le bain. Et eux, du coup, ils avaient des bains, des choses comme ça. Ils allaient aussi utiliser l'eau chaude qu'ils respirent pour pouvoir faire rentrer l'eau à travers dans leur corps par la respiration. Un peu comme nous, maintenant, on fait encore des fumigations quand on est Ouais. malade pour respirer des plantes. Et ben eux, ils avaient aussi cette pratique-là de nettoyage avec de la vapeur d'eau. Après, ils avaient des huttes de sudation comme on voit chez les Amérindiens, mais qui s'appellent Tignalish, qui sont des huttes qui sont faites dans la terre par contre, généralement avec de la tourbe qui était c'est principalement dans les pays du Nord, donc on va retrouver ça avec de la tourbe. Ça faisait un peu comme un igloo, mais un igloo comme enterré parce que l'idée c'était d'entrer dans le ventre de la terre-mère. C'est pas comme les Amérindiens où la hutte est plutôt à l'extérieur et puis avec des tissus, dessus. Là, c'est vraiment fait de terre et puis, là aussi, ils allaient vivre des moments dans la chaleur et la vapeur pour, pouvoir, vivre, un rite de purification à partir de l'élément eau et du feu rassemblés. Voilà un petit peu, les choses. Sinon, dans les bains, on peut aussi associer les bains de fumée. Donc on allait faire des fumigations et là, vous connaissez un petit peu, mais on n'est pas du tout sur de la sauge blanche comme on peut retrouver traditionnellement, dans les choses qu'on peut vivre pour des fumigations ou des purifications du corps. Ça sera plutôt avec des plantes comme, l'absinthe comme plante centrale, qui est vraiment la grande plante de purification, toutes les absinthes, toutes les artémisias, le bouleau, le genévrier et la sauge, qui sont les plantes qu'on utilisait traditionnellement
pour les fumigations et pour les purifications du corps ou de lieux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si ça vous intéresse d'apprendre les purifications de lieux, j'ai proposé un petit cours de purification de lieux qui est sous forme de challenge, sur les cours de l'école Eorian. C'est sous cours.eorian.ch et il y a un petit challenge de purification de lieux. Vous pouvez apprendre à faire un mélange de plantes pour purifier votre lieu et comme vous êtes dedans physiquement, bah, vous pourrez profiter pour purifier votre corps avec des plantes locales de chez vous. Donc, bah, j'en profite pour parler de ça parce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la pratique druidique, les purifications à base de fumée. Voilà, puis sinon, bah, ils avaient d'autres choses, hein. Ils avaient des marches, donc ils allaient facilement se mettre en mouvement. Il y a pas ce truc d'être assis en tailleur, et de méditer, quelque part, le druide, voilà, qui est comme ça. Enfin, si vous avez des visions des druides, souvent vous allez les imaginer en train de marcher et c'est C'est vrai vrai, que ouais. le druide se met en mouvement parce qu'il considère que la vie, circule et que lui doit aussi mettre son corps en mouvement. Il y a pas de volonté de générer forcément de l'arrêt. Au contraire, vous savez, on a déjà parlé du fait que le rôle du druide, c'est de mettre la paix dans le changement et ce changement, ben, voilà, il est toujours un mouvement perpétuel et puis, bah, justement, on parlait de ça juste, avant qu'on commence les enregistrements avec Christophe. On parlait de la notion de changement et de ce que ça peut, générer dans notre corps et de l'importance du mouvement. Bah, du coup, peut-être je te passe la parole parce qu'on a eu un petit échange sympa sur ce sujet. En lien avec le stress? Mmh mh. Ouais. Alors oui, puis on reviendra après sur le mouvement dans la forêt parce que ça, c'est un sujet que j'aime bien. Hem, oui, oui, la question du mouvement, alors on parlait du stress, de la vie moderne, voilà et puis, du fait qu'il y avait 2 types de stress, donc moi intuitivement, je le savais, puis je l'avais un peu creusé parce que c'est un sujet que j'aime bien et Joël a découvert ça il y a pas très longtemps, donc c'était intéressant. C'est qu'en fait, oui, on a le stress, enfin, tout le monde connaît le stress comme étant quelque chose qui nous ronge, qui nous empêche d'avancer ou qui nous, ouais, qui nous fige ou qui nous fait du mal, hein, en fait, hein, au corps, du coup. Et ce stress, il peut être provoqué par plein de choses, en fait, hein, plein de choses, physiques, virtuelles, réelles, fantasmées parfois, hein, des choses c'est souvent par des choses fantasmées d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 il y a un bon stress et un mauvais stress. Pour être très simplifié, ce qu'on appelle le E-stress ou le You-stress, EU-stress et le D-stress. Heu et le bon stress qui est le stress qui nous permet d'avancer en fait, qui nous permet de sortir de la zone de confort, commencer à faire des choses qu'on ne ferait pas si on était là tranquillement, à faire notre petit train-train quotidien comme on dit. Et ce stress-là, il est bon et il faut enfin il faut on peut parfois moi je sais que je me suis mis souvent dans des conditions de stress, de ce stress-là pour avancer. Et je sais pas d'où ça vient, c'est depuis l'enfance, hein. Dans mes études, je faisais ça. C'est cette façon de tout faire à la dernière minute, que ce soit un rapport, des études, peu importe, une préparation à l'examen, de faire les choses assez à la dernière minute. Et pendant longtemps, je me suis dit: «Mais c'est vraiment bête de faire ça parce que ça me met dans un stress». Mais en fait, j'ai compris après que ce stress, j'en avais besoin pour pouvoir avancer et parce que c'est un bon stress qui me une espèce de coup de pied aux fesses de voilà, de l'au-delà, qui nous dit: «Bah, écoute, maintenant, tu as plus le choix, il faut que tu fasses parce que ce n'est pas question de pas faire». Pour moi, ça, c'était pas possible, mais par contre, c'était de faire dans des conditions qui fait que, voilà, il y a un petit côté, procrastination évidemment, mais voilà, ce stress-là et puis on peut souvent le voir en disant: «Voilà, il faut que je fasse ça» et le stress salvateur qui est celui de, très, comment dire? Ancestral, hein, qui est, je suis poursuivi par un agresseur et donc mon corps va générer les hormones qui fait que je vais bouger, que je vais courir tellement vite qu'on ne pourra pas me rattraper. Moi, c'est ce stress-là, en fait. C'est un peu le même mécanisme. Et puis il y a le fameux distress, le fameux stress qui nous ronge et qui est négatif, qui génère les «mauvaises hormones» entre guillemets, en tout cas des hormones qui vont nous mettre dans un état de telle détresse qu'on va aller jusqu'au burn-out, qui est un truc bien connu maintenant, hein, qui est reconnu, ou c'est un stress lié au travail souvent. Ça peut être un stress familial, ça peut être un stress il y a plein de façons
de subir ce stress-là, mais qui s'accumule jusqu'à un point où notre corps, il dit: «Stop», puis il s'arrête. Mmh. Le burn-out, c'est ça, hein, c'est le corps qui s'arrête et puis tu es au lit et tu peux plus rien faire, quoi. Ou alors, si tu enfin, il y a plein de l'univers a plein de façons de te mettre dans cet état-là. Moi, pour l'avoir vécu, il a décidé qu'il fallait que j'ai un accident physique pour que ça m'arrête. Mais ça peut être d'autres, ça peut être encore plus brutal dans le sens où tu as pas besoin d'avoir d'accident. Mais donc, pour en revenir à ça, c'est intéressant de voir que alors déjà le stress, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on peut gérer, qu'on peut apprendre à gérer, mais déjà reconnaître dans quel état de stress on est et pourquoi. Bon, on a du stress tous les jours en fait, hein, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et en effet, les druides, eux, ils apprennent à gérer ce stress, négatif, on va dire, Mmh. ce distress, heu, par plein de choses et entre autres, les marches en forêt, hein, on en revient à ça. Ça en fait partie et je Mmh. rappelle, hein, que les Japonais ont inventé ou ont repris cette pratique, qu'ils appellent le Shinrin-yoku, que nous on appelle, littéralement les bains de forêt ou la sylvothérapie en Europe francophone, qui est vraiment une médecine reconnue, en tout cas au Japon, comme étant une médecine préventive de toutes les maladies cardiovasculaires et de la gestion du stress. Chez eux, c'est reconnu, en Corée du Sud, c'est reconnu aussi. Donc, on va peut-être y venir un jour et puis l'école éolienne l'enseigne, moi pour l'avoir, pratiqué avec Joël et Julien, j'adore, c'est un truc exceptionnel. Donc la pratique de la marche en forêt, on n'a pas besoin d'avoir fait les cours pour ça. Le fait de se retrouver dans un milieu forestier entouré d'arbres et puis d'apprendre un peu à observer, heu, de revenir un peu à la lenteur aussi, hein. L'idée, c'est pas forcément de courir, mais c'est plutôt d'être, marcher lentement et d'observer, d'utiliser ses 5 sens. Ça fait partie des éléments qui aident à la gestion du stress et du coup, qui aident à, le fait de prendre soin de son corps. On revient au sujet initial. En fait, le fait de prendre soin de son corps, par des pratiques, les bains de forêt. On n'est pas dans l'eau, mais on est dans la forêt, mais on se baigne aussi. Ah, c'est une jolie transition. Jolie. On est sur mes pieds. Oui, alors c'est sûr ben, on parlait justement du mouvement et de l'importance du mouvement dans le druidisme et en fait, ben, justement ce stress dont tu parles, qui est une réponse normale au changement. Donc en fait, toute personne qui se met en mouvement dans la vie va, vivre des petits stress, c'est normal, c'est le corps qui doit s'adapter à une nouvelle situation ou faire face à un changement. Et en fait, le druide, lui, est très sensible à cette notion de changement, vu qu'il se place sur un mouvement perpétuel de la vie dans beaucoup d'observations et qu'il il sent en fait que son rôle, c'est d'être un pilier, au centre de tout ce qui bouge autour de lui. Souvenez-vous aussi qu'une grande inspiration dans le druidisme, c'est l'étoile polaire qui est le seul point fixe que l'on peut voir dans toute chose qui nous entoure. C'est la seule chose qui ne va jamais bouger dans l'observation druidique et donc du coup, il s'inspire de ce point fixe de l'étoile polaire pour générer une stabilité intérieure, mais tout en étant lui-même en mouvement. En fait, on va très souvent voir des druides qui se baladent en forêt parce que, ben, aussi, c'est dans ce mouvement qu'il aime, transmettre des choses aux gens, qu'il aime, enseigner et cetera. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire en déplacement, en marchant ou en bougeant. Donc voilà, il va avoir, beaucoup, beaucoup de ce type de pratique et entre autres, il y en a une sur les sites sacrés circulaires qui était de tourner autour des sites parce qu'ils représentent souvent les sites circulaires des calendriers, hein, saisonniers et ils vont tourner autour des sites dans le sens des aiguilles d'une montre, en inspirant au lever du soleil et en expirant au point de coucher du soleil. Et bon, alors après, imaginez-vous le temps de respiration sur un site comme le Ring of Brodgar en Écosse qui fait 80 mètres de diamètre. Faut marcher lentement et avoir un très bon souffle, mais c'est des expériences, en fait, de mise en mouvement. C'est une des façons de faire, il y en a plein d'autres, hein, où en fait, on par le mouvement et par le lien symbolique avec le monde extérieur, l'est, le lever du soleil, le point ouest, le coucher du soleil, le corps va vivre une expérience
qui le relie au sacré, parce que c'est pas juste je marche autour du site, c'est je marche autour du site sacré et en plus, je rajoute la dimension de j'inspire l'énergie de la vie en moi avec le lever du soleil et je la relibère et je la délivre au moment du coucher du soleil et ensuite je reviens. Donc, vous voyez, c'est vraiment le rôle du druide pour dire, c'est pas juste, je fais ma gestuelle, clac clac, boum boum, tchac, j'étire mes corps. Il y a toujours une dimension plus grande que donc le druide qui marche en forêt, c'est pas juste, je fais ma marche du dimanche, c'est je marche en forêt, je mets mon corps en mouvement, il respire avec les arbres. Je sens la respiration des arbres autour de moi, je sens comment la forêt respire, j'écoute le silence des animaux, je sens si tout va bien, s'il y a la paix ou s'il y a quelque chose qui va pas et je prends soin de ce qui m'entoure comme je prends soin du temple à l'intérieur de moi. Et c'est toujours cet échange constant en fait, hem, c'est pas purement, égoïste en fait, le rôle du druide, il est toujours un échange constant. D'ailleurs, je vais vous lire un petit texte à ce sujet, en fin de podcast, parce qu'il va falloir que j'aille chercher mon livre, mais sur, la vision druidique des rôles et de cette notion qu'il y a vraiment tout est échange, je trouve ça magnifique. Donc voilà, par rapport aux marches. Donc si vous voulez entrer en marche druidique et honorer le mouvement en vous dans vos temples corps, allez marcher en forêt. Mais quand vous respirez, imaginez que vous respirez avec les arbres et la forêt tout entière. Ressentez l'énergie qu'il y a autour de vous. Sentez que vous faites partie intégrante de cet écosystème dans lequel vous êtes entrés. Entrez-y aussi consciemment, en fait, en sentant que vous entrez dans un espace habité par plein d'énergie et puis, vivez ce moment vraiment comme si vous étiez dans un sanctuaire et vous l'honorez pleinement. Et aussi le fait de se mettre en mouvement, ça libère dans notre corps, des choses qui peuvent être stagnantes. On parlait aussi du stress et que le fameux distress, qui est ce stress qui engendre à long terme des stagnations. Eh bien, il faut aussi imaginer que ça typiquement c'est dans ma pratique de fasciathérapeute, ce que j'observe, c'est qu'en fait quand le corps subit un stress, il va générer selon sa réponse au stress, la fuite, le figement ou le combat. Il va générer des réponses musculaires qui vont être comme des souvenirs, des empreintes dans le corps, qui vont continuer de fonctionner comme ça quand le stress bascule en distress. Et donc du coup, ça veut dire qu'on peut avoir un bras qui se souvient d'avoir dû se défendre ou un corps qui se souvient d'avoir dû faire ça pendant longtemps. Et en fait, ce qui arrive, c'est que le corps ne se souvenant plus de l'amplitude complète de ses mouvements, et bien en fait, petit à petit, il va de plus en plus vers de l'arrêt et un métabolisme qui ralentit. Et donc on peut aussi, par les pratiques druidiques, remettre en mouvement le corps et cette notion de corps sacré. Donc vraiment avoir une vision du corps où on va le remettre en mouvement pour permettre de libérer ces stagnations et faire en sorte d'avoir le corps qui continue d'avancer, lui, avec les cycles du temps qui nous entourent. Que les traumas de 2008 ou de 2009 ou etc., enfin je sais pas, des traumas de l'époque, ne soient plus des traumas encore actifs en 2025 ou en 2026. Parce qu'en fait là, typiquement à l'enregistrement actuel, on est en automne 2025, que mon corps il soit fréquencé avec automne 2025, que tout ce qui est encore figé dans mon corps sur des expériences passées puisse être libéré. Et le travail du druide, c'est de se tuner, de se fréquencer. On peut dire ça, Christophe, ou comment on pourrait dire? Ah! Ça y est, ça recommence. Comment est-ce C'est qu'on reparti. pourrait dire ça? Qui Je nous sais regarde, mais enfin qui nous s'accorde voit. S'accorder? s'accorder. Ouais, peut-être. En tout cas, de faire en sorte de se mettre à la même fréquence que ce qui est en train de se passer dans le monde et de pas être en train de gérer encore des trucs passés. Donc ça, c'est vraiment
le grand travail du druide. C'est pour ça qu'il prend soin de son passé, de son enfance, qu'il a des grosses initiations, des gros nettoyages personnels, des périodes de purification, qu'il va mettre son corps de nouveau en lien avec la terre pendant 3 jours. Tout ça, ça lui permet de faire de se remettre chaque fois au niveau actuel et de suivre le flot de c'est toujours cet éternel mouvement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas le A de tout à l'heure, c'est parce que j'ai de nouveau déclenché des confettis sur l'image en faisant un geste qui, déclenche des trucs bizarres. Hem, voilà pour l'histoire du mouvement. Ensuite, dans les autres choses, ben, il y a les massages et les onctions. Donc, le druide, surtout Lovat, crée des huiles, des onctions, des choses qu'ils allaient masser. Donc, les points de massage, c'est souvent les points d'entrée du corps et les points d'entrée du corps dans le druidisme, ce sont les pieds, les mains, le cœur et le sommet du crâne. La zone des tempes aussi un petit peu. Donc, c'est des massages du corps dans ces zones-là du corps avec des onctions sacrées qui vont être principalement composées de plantes sacrées comme, ben, le millepertuis, le bouleau, de nouveau pour les recommencements, hem, la sauge, l'absinthe. Qu'est-ce que j'ai encore noté? J'avais fait une petite liste, du gui, du romarin et du pin. C'est les plantes qu'on va utiliser pour, les onctions principalement, pour le corps et ça permet de l'onction, elle permet toujours de nettoyer, mais aussi de créer une couche de protection qui fait que, ce qui vient à nous va être, comme ganté, en fait, dans quelque chose. Si par exemple c'est sur les mains, c'est comme si on aura un gant, qui va nous permettre que quand on touche avec quelque chose de sacré et de plus grand que nous et ça permet aussi de rétablir l'énergie dans la zone sur laquelle on travaille. Mais là, on est plus, sur la pratique des ovates qui, eux, sont les guérisseurs, qui vont faire, ce type d'onction et qui vont ensuite les appliquer sur, les gens. Voilà et puis, ben, après il y a plein d'autres pratiques comme, bien sûr de l'alimentation. Donc, les druides étaient, généralement plutôt végétariens, ils pratiquaient très souvent le jeûne, et bah, ils vouaient beaucoup de respect à la nourriture. Ils allaient sélectionner la nourriture qu'ils ingèrent, en prenant vraiment conscience que ce qu'ils veulent faire rentrer dans leur corps doit correspondre à la fréquence qu'ils se souhaitent en eux et donc du coup, ils vont être très vigilants sur, la façon dont ils se nourrissent pour pouvoir, de nouveau honorer et mettre purifier ce corps. Mais de nouveau, ils avaient très souvent des diètes et des jeûnes et des diètes de fruits ou, de plantes même par moment pour pouvoir, créer de l'espace dans la coupe pour recevoir quelque chose de nouveau. C'est clair que c'est très difficile de recevoir des informations de l'au-delà quand on est rempli d'un repas qu'on vient d'ingérer. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent, qui font de la médiumnité ou, qui canalisent des choses, s'ils ont déjà pu expérimenter ça. Mais c'est vrai que moi, dans ma pratique, ben, de thérapeute, heu, comme c'est souvent là que je vais, avoir besoin de canaliser certaines choses pour les envoyer sur mes patients. Dans les soins druidiques, on est très en lien avec, les dieux et déesses et donc du coup, j'ai très souvent besoin d'aller canaliser des forces très particulières. C'est important que je veille à comment je me nourris, dans la pause de midi typiquement. Parce que ça aura un impact réel sur mes soins de l'après-midi. Parce que sinon je vais être remplie d'infos, qui, sont liées à la nourriture que j'ai ingérée, que je vais devoir gérer en plus des autres infos vers lesquelles je vais vouloir aller et donc du coup, comme le contenant est déjà un peu plein, bah, c'est très difficile de rajouter encore, d'autres liens, d'autres fonds enfin d'autres choses, enfin, sans parler de certains plats qui alourdissent et tout ça, mais c'est plus une histoire d'information donc je suis assez attentive à ça. Voilà, puis la pratique du jeûne, de nouveau, je rappelle que, bah, les pratiques de jeûne, elles doivent toujours se faire avec, de l'accompagnement, de personnes, formées et puis, que c'est pas bon pour, forcément tout le monde. Il y en a qui selon les morphologies et selon les types de personnes, il y a pas tout le monde qui supporte du jeûne. Moi, c'est vraiment pas ce que mon corps préfère, mais il y a d'autres personnes chez qui ça convient très bien.
mon mari, il est capable de jeûner, 2 semaines sans aucun problème, il adore même ça. Mais moi, je mon corps, il aime pas du tout ça, en fait et au-delà de souvenirs de privation et tout ça que j'ai travaillé en me disant: «Ça doit être ça», mon corps, il doit se souvenir d'avoir eu faim ou il aime pas ça. Il y a des corps qui n'apprécient pas trop ça donc voilà, moi je respecte ça, puis je vais choisir d'autres types de travail sur moi par rapport à l'alimentation que le jeûne donc voilà et puis, oui, vas-y. Non, non, je disais j'allais dire de toute façon il y a plusieurs, types de jeûnes dans le sens, il y a des jeûnes courts, des jeûnes longs, des jeûnes, hydriques évidemment, il y a aussi plusieurs types de jeûnes. On peut peut-être trouver le jeûne plus adapté à soi ou pas. Moi, j'en ai pratiqué quelques-uns, bah, ça dépend, enfin voilà. Je pense que c'est à tester quand même, mais faut pas que ça soit, enfin je suis un peu mitigé sur les jeûnes où chaque jour, on saute un repas ou toutes les semaines on mange pas pendant 2 jours, j'en sais rien, ça c'est je pense enfin je trouve que ça peut être un peu dangereux. Donc en effet, le fait moi j'ai fait une fois, le jeûne de 10 jours, 2 semaines, je sais plus. Je l'ai fait j'ai été accompagné ça pour le coup, parce que je le ferai pas tout seul, enfin au moins la première fois on le fait pas tout seul. Puis après un jeûne de 2 3 jours, ça se fait, plus ou moins facilement en fonction des morphologies en effet comme tu le dis. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeûne traditionnellement, enfin il a dans toutes les religions, il y a du jeûne. Ça Mmh. c'est quand même un sujet, qui était un peu tabou dans notre, société occidentale, mais qui est quand même une pratique spirituelle et religieuse depuis la nuit des temps, donc c'est pas pour rien. C'est un truc à ne pas négliger et puis tu disais en préambule, que tu revenais d'un stage et que tu avais «mangé sainement» entre guillemets pendant une semaine et que du coup tu te sentais mieux. Est-ce que et que ça t'avait encouragé à essayer à rechercher ou en tout cas à vouloir manger mieux? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi manger mieux? Pour moi, manger mieux, c'est de manger plus en lien avec ce que notre corps a vraiment besoin. Hem et donc du coup, bah, là, typiquement, je rentre d'un stage en Grèce, de fasciathérapie et donc c'est vrai qu'en Grèce, vous voyez comment c'est. Bon là, même qu'on est au mois d'octobre, ça reste quand même qu'il y a encore beaucoup de fruits et de légumes et de choses qui poussent, et c'est pas comme, en Suisse où là, on est dans la période des courges. Et des panais et des carottes, mais du coup, c'est oui, c'est une période, qui amène beaucoup de choses qui, ont mis de la douceur dans mon corps, typiquement énormément de fruits et de légumes. Donc là, j'ai pu observer que mon corps, en fait, il était vraiment heureux d'avoir été nourri comme ça pendant une semaine. J'étais dans un centre, bouddhiste et donc du coup, c'est clair que, hem, ils avaient une cuisine qui était végétarienne et très, très, très saine. Mmh. Et j'ai voilà, moi je suis végétarienne à la base, je mange aucun animaux, depuis 3 ans. Avant, je mangeais beaucoup, beaucoup de viande, mais c'est arrivé du jour au lendemain, heu, plus ou moins l'année où j'ai été nommée druidesse, heu un peu avant, quelques mois avant, du jour au lendemain, j'ai eu un dégoût profond pour la viande et je suis devenue végétarienne depuis là, en fait, je me laisse vraiment la liberté d'écouter si, j'ai envie de manger de la viande ou pas, mais jusque-là, c'est vraiment plus quelque chose qui a du sens pour moi. J'ai plus envie de manger un animal dans l'absolu et voilà. Même si c'est pas toujours simple parce que des fois le goût de la viande ou, l'envie de la viande, elle peut être là, donc je fais attention à comment je vais compléter autour pour pouvoir garder, une santé dans mon corps. Mais je vois aussi que davantage de fruits et de légumes que des fois dans le quotidien avec les enfants, on a un peu tendance à aller plus sur des plats vite faits et puis moins sur des plats élaborés. Et bien du coup, j'ai vraiment envie de plus prendre soin de ce thème de l'alimentation pour honorer mon corps comme un temple et y faire rentrer des choses qui sont bons pour lui. Sans basculer dans la volonté d'aller, sur tel type alimentaire et de figer les choses, d'aller plus sur quelque chose d'instinctif, de quoi mon corps il a envie et besoin et d'être attentif à s'il a envie et besoin de pâtes, la partie de moi qui s'exprime, c'est peut-être les bactéries dans mon intestin qui, sont un peu accros à certaines substances comme, le gluten
et qu'en fait, c'est pas du tout, ça dont, en vrai, mon être aurait envie et besoin et trier cette info, c'est important, je trouve. Voilà, les gens qui ont envie tout le temps de gras et de sucré, quelle partie d'eux s'exprime, en fait? Et donc du coup, d'aller un peu faire ce tri aussi, dans le chemin de soi, ça fait partie du chemin de connaissance de soi, de se dire: «En fait, je trie l'info, mais je vais pas non plus basculer dans un extrême ou en voulant aller dans un régime qui met mon corps complètement en stress», parce que c'est pas le but non plus. Donc voilà, comment trouver un équilibre dans tout ça? Je pense que c'est vraiment une quête. Voilà. Ouais, j'aime bien l'idée d'être conscient. On parle d'alimentation consciente d'ailleurs, hein, c'est un terme qui commence à être un peu, utilisé. D'être conscient de ce qu'on ingère et pourquoi on a envie, pas forcément besoin, mais envie de tel ou tel, type d'aliment, et quelle partie du corps fait appel à ça. Ça, c'est intéressant, je trouve, alors moi, j'ai arrêté aussi la viande, mais c'est marrant parce que je l'ai arrêté quand je suis venu chez toi, en fait. C'était pas prévu. Je m'étais dit: «Non, mais je vais réduire» et puis du jour au lendemain, j'ai eu ce dégoût aussi pour la viande. Par contre, moi, je mange encore un peu enfin, je mange encore du poisson, heu, mais hem, mais c'est, mais voilà. Mais je trouve qu'être conscient déjà de ce qu'on mange et pourquoi on le mange, c'est déjà pas mal. Ne pas être dans les réflexes de la nourriture industrielle et puis évidemment que l'alimentation, de fruits et de légumes, entre autres. Mais bon, c'est Aussi. écoutez-vous, Ouais, voilà, c'est ça. écoutez-vous et ça, essayez de ressentir pourquoi qu'est-ce ce que ça fait de manger telle ou telle chose. Moi, je sais que parfois, je tombe encore dans ces envies de McDo ou de je sais pas quoi, même s'ils font des trucs végétariens, je le fais et même ça, c'est pas bon, en fait. Et C'est juste pas bon. Enfin, je me sens pas bien après, de toute façon. bah, voilà. Mais et pourquoi pas aussi, tu vois, c'est vraiment de se dire: «Bah, j'observe et je me mets en mouvement avec ça», en fait. Ce que je vois surtout, c'est que les gens, quand ils se questionnent sur leur corps, comme on n'est tellement pas habitué à écouter nos vrais besoins, eh bien, on va basculer dans des régimes ou dans tel type alimentaire, mais ça vient de notre tête. Ça vient de notre tête qui veut un changement corporel ou qui a décidé que ça serait mieux comme ça. Mais en fait, on n'écoute pas ce que nos cellules, elles veulent vraiment. Et pour comprendre ce que nos cellules, elles veulent vraiment, bah, pour ça, ça demande de tester de l'alimentation. Ça demande de manger une pomme et de sentir qu'est-ce que la pomme fait dans le corps. Et si quand la pomme, elle est dans le corps, ça fait toutes les cellules sont là, youpi, et ben de se dire: «Ah bah, ce sentiment-là, c'est une fréquence qui est hyper bonne pour moi, ça me fait trop du bien. Donc je sais que la pomme, c'est quelque chose que mon corps aime» et c'est pas: «C'est riche en vitamines, truc machin et puis du coup truc machin et puis il y a des fibres». Mais juste sortir de notre tête parce que notre société, elle est pleine de régimes et de cures et de oh là là, mais sur internet. Mais en fait, c'est pas ça la voix druidique. La voix druidique, c'est la voix du corps et donc du coup, de se dire: «Mais de quoi nom d'une pipe», comme on dit, c'est simple. Qu'est-ce que mon corps a envie et de quoi il a besoin? Et justement trier l'envie Mmh. entre la conscience de nos bactéries qui, elles, ont des envies et qui vont générer des envies, mais qui sont des envies qui ne sont pas liées au corps, lui-même, mais plutôt à déjà des déformations du corps ou des choses qui sont là qui ne devraient pas y être, qui ont leur propre envie. Typiquement, si c'est de gras et de sucre, méfiez-vous. Si c'est un donut, c'est un beignet, méfiez-vous. Ça fait sûrement pas partie de ce que vos cellules Non. ont vraiment envie. Et puis, je sais qu'il y a aussi des théories qui disent on peut manger tout ce qu'on veut, de toute façon, on va transformer ça en lumière. Et si vous y adhérez, tant mieux. Moi, j'ai vraiment. Alors, je souligne juste que dans l'école, on n'a pas du tout de jugement par rapport à l'alimentation de chacun. Mon mari est 100% carnivore quasiment. Chacun mange bien ce qu'il veut en fait et puis, j'ai pas du tout de leçons à donner sur l'alimentation et des uns et des autres, vraiment. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est au lieu d'être dans la tête à réfléchir ce qui est bon pour nous, ben, plutôt de se dire instinctivement en fait, en qu'est-ce que moi j'ai envie, là maintenant de manger? C'est clair que quand on est dans une famille avec une organisation familiale et un planning, c'est un petit peu plus compliqué que quand on se nourrit juste tout seul soi-même.
Mais ça fait quand même, ça n'empêche pas qu'on peut réfléchir, à quelque chose de sain, en fait, à se nourrir. Voilà. Ça, Sans c'est le sans oublier que sans oublier que les druides aiment bien les agapes et que, on se fait plaisir aussi, parfois ils aiment bien avec, boire. bien boire et bien manger, en effet. Oui, oui, alors la partie des agapes dans le druidisme, elle fait partie intégrante du rite, donc la notion de nourrir le corps, c'est bien que tu le soulignes, du coup, c'est hyper important. Elle est essentielle. Ils aiment prendre du plaisir, les druides, entre autres avec l'alimentation. Mmh C'est ça. mh. Et et on a je et l'abus d'alcool est dangereux, mais on a de la très bonne absinthe en Suisse. Je dis ça, je dis rien. Message caché pour un certain Serge qui va se reconnaître. C'est vrai que, les druides sont connus pour être, des bons festoyeurs et pas toujours, complètement, hem, présents. Un peu, embrumés dans les autres mondes par certaines substances. Ça fait partie, Ça fait ça partie. fait partie de l'expérience. Oui. Moi, mon corps Hem, est sympa, il m'a rendue allergique à l'alcool. Comme quoi, du coup, tu vois, je suis sur la voie druidique, mais et ce chemin-là n'est pas le mien. et encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux, je Oui. répète. Oui. Alors, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour du corps temple. Qu'est-ce que tu penses, Christophe? Ouais, je pense aussi, je crois que tu voulais nous lire un texte. Ah oui, je vais chercher. Oui. Mmh. Donc je voulais vous lire un texte tout à l'heure, pour, la notion, en fait, que le rôle du druide, c'est entre autres de prendre soin de son corps, mais c'est pas juste de lui à lui, c'est aussi pour plus grand que lui. Dans le sens où, ben, si je prends soin de mon corps en tant que druidesse, ben, du coup, je vais pouvoir canaliser certaines autres forces qui vont servir à d'autres choses et pas juste, pour, moi-même, pour mes formes ou, pour, que sais-je, en fait. C'est vraiment plus grand que. Cette vision ludique, elle est importante et l'extrait que je vais vous lire vient d'un livre qui s'appelle «Le vrai savoir des druides», qui est peut-être affiché à l'envers, là, je sais pas, de Bernard Riot. C'est bon? «Le vrai savoir des Mmh. druides» de Bernard Riot. Très, très bon livre que je vous conseille, qui est un petit peu poussé dans le donc ça demande de s'accrocher un petit peu. Pour ceux qui sont débutants, c'est pas le meilleur livre, il y aurait d'autres livres pour ça, qui pourraient, vous intéresser peut-être, entre autres Le druidisme, qui est un livre vert, si jamais je répondrai dans les commentaires par rapport à ça. Il faudrait juste que je retrouve le nom. Alors, je vous lis le passage, c'est à la page 95 pour ceux qui ont ce livre. Dans l'ancienne société celtique, le guerrier était fort non pour lui-même, mais pour protéger le peuple. Le roi était prospère non pour accumuler la richesse matérielle, mais pour partager ses biens. Le savant était sage non pour lui-même, mais pour garantir le bon ordre de l'univers. Mmh.
C'est joli. Mmh. Cette idée de partage, enfin de collectif en fait, Mmh. de pas faire les choses juste pour soi, mais Mmh. de le faire pour la collectivité, pour le clan. Oui, et le corps temple, pas juste pour soi, mais aussi pour, C'est ça, grand que. Mmh. c'est ça. Parce qu'on en revient à ça, c'est une notion de leadership que j'adore. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'elle correspond exactement à ça. Parce que j'ai un autre podcast qui s'appelle Leadership Holistique et un des enseignements, c'est être en bonne santé physique, enfin être en bonne santé physique, émotionnelle et cetera. C'est un nécessaire minimum pour pouvoir être capable de manager des équipes ou d'être leader dans ce qu'on fait. Parce que comment être un exemple et comment donner de soi si on n'a pas cette énergie, en fait? Mmh. Et je prends toujours cet exemple des moments dans les avions où il y a une dépressurisation, où il y a les masques à oxygène qui tombent et on nous dit à chaque fois: «Prenez le masque et d'abord aidez votre voisin, votre conjoint ou votre enfant à côté pour le mettre et après vous le mettez sur vous». Et l'inverse, non, je suis en train de dire le contraire de C'est ce que je suis en train de dire. c'est C'est l'inverse. faux, je reprends, je couperai. Et quand les masques tombent, on vous enseigne de mettez-le d'abord sur vous pour être en capacité de pouvoir aider les autres après. Mmh. C'est exactement ça. Prendre soin de son corps pour être en capacité d'aider les autres après. Si Mmh. on n'est pas en capacité de le faire, si on est déjà soi-même en détresse, comment peut-on participer à la vie du clan? Comment peut-on donner de soi? Si ce n'est donner le peu d'énergie qui nous reste et puis on finit par tomber, quoi. Mmh. Exactement, ouais. Mmh. Donc je trouve ça très, très joli. Est-ce que, du coup, c'était la triade Non, que tu voulais c'était nous partager? faut juste que je prenne mon bouquin. La triade, il est là, sur la table à côté. Voilà. Alors, Et donc pour finir, on vous propose une jolie triade mmh, comme c'est devenu la tradition dans notre podcast. oui, la triade, 3 soins du corps. Le mouvement qui fait circuler la vie, la respiration qui unit la terre au ciel, la voie de la paix qui garde le sanctuaire lumineux. Mmh. 3 soins du corps, le mouvement qui fait circuler la vie, la respiration qui unit le ciel à la terre, la voie de la paix qui garde le sanctuaire lumineux. Merveilleux. Toujours aussi, merveilleux ces triades. Mmh. Bah, écoutez, j'espère qu'on vous a donné quelques petites pistes aujourd'hui, pour prendre soin de vous, de votre corps et comment les druides le faisaient et qu'est-ce que vous pouvez, heu, prendre ou emprunter aux druides, au druidisme pour ça et surtout ne pas avoir d'état d'âme à prendre soin de soi. Ça fait partie du chemin, du druide et de n'importe quel humain sur cette planète. Mmh. Merci, Joël, pour tous Ouais. ces beaux enseignements. Je te Mmh. souhaite une belle semaine et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour d'autres aventures. Oui, on se voit dans une semaine. Je me réjouis de te revoir et puis à bientôt tout le monde. Je me réjouis de vous retrouver aussi. À bientôt. À bientôt. Yo, dans les bois, on sait où les ombres dansent. Le druide marche avec élégance, avec des murmures doux et feuilles enlacées. Ils tissent les sorts de la terre enchantée. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Le chêne et le frêne, ces sacrés amis, révèlent les secrets bien enfouis. À la clairière, sous la lune et collines ensoleillées, ils chantent des mots qui font plier la destinée. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. La forêt respire à chaque souffle de vent en harmonie avec les arbres d'antan. Le cœur du druide sauvage et libre garde les mystères de la nature vibrant et vif. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Les rivières chantent leurs douces mélodies, accompagnant le druide dans sa rêverie. Les étoiles veillent, les pierres murmurent, les secrets du monde il les déchiffre et capture. Ah ouais, ah ouais, ah ouais,
sauvages, des bêtes et des plantes. Chaque créature, chaque branche dansante, il protège la forêt avec un amour sincère, écoutant les appels de la terre et de l'air. Awan, 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 Awan. Avec des runes gravées sur son bâton de chêne, il trace des cercles sacrés loin des peines. Les esprits anciens répondent à son appel, guidant ses pas dans ce monde éternel. Awan, 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 Awan. La lumière du matin perce la canopée, révélant un monde où magie et vie sont mêlées. Le druide continue son chemin en silence, gardien des forêts, de la sagesse et de la bienveillance. Awan, 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 Awan. Assis sous le ciel étoilé ou le soleil doré, le druide veille, fidèle à sa destinée. Dans chaque feuille, chaque goutte de rosée, les secrets du druide demeurent à jamais gardés. Awan.